Bonjour. Mark Twain disait « Certains voient les choses comme elles sont et se disent pourquoi. D'autres voient les choses comme elles pourraient être et se disent pourquoi pas. Dans le même ordre d'idées, tous ceux qui n'osent pas ainsi sont destinés à la stagnation ou à l'échec. L'engagement communautaire et culturel est une manne que certains délaissent, mais que bien des gens saisissent selon leur vision du monde et des choses, histoire de dire que si nous avons chacun une idée et que nous les échangeons, nous avons chacun alors deux idées. Un plaisir d'accueillir aujourd'hui Nathalie Rochefort, intervenante sociale de formation. Nathalie Rochefort a fait un passage remarqué en politique, comme députée de Mercier de 2001 à 2003. Et depuis, elle met ses talents au service d'organisations dynamiques pour résoudre des défis de positionnement, le tout avec une vision pragmatique de l'action politique et de l'engagement citoyen. En 2014, elle cofonde et devient la présidente de l'OBNL Degama, qui a pour mission d'accompagner les immigrants dans leur intégration au Québec, tout en incluant le volet art et culture comme moyen d'épanouissement. Bienvenue à l'émission Art et Lettres. Alors, bienvenue parmi nous, Nathalie. Alors, Nathalie Rochefort, ange gardienne de la diversité et de l'intégration. Un titre, vous a titré comme ça dans un journal. C'est quoi votre commentaire? En fait, j'ai éclaté de rire. Je dis bonjour la pression. Bonjour la pression. Non, mais parce qu'en même temps, je fais juste jouer mon rôle d'humain qui accueille d'autres humains. Oui. Parce qu'on est tous un peu différents les uns des autres, même au sein d'une même famille, on n'est jamais pareil. Donc, ange gardien, je veux juste rappeler que d'abord, avant tout, on est des humains. Oui, c'est une très belle métaphore, justement, et ce n'est pas pour rien que vous avez créé l'organisme Degama, qui nous réfère au célèbre explorateur. Hein? Donc, Degama qui existe depuis 2014. C'est quoi les missions, c'est quoi la mission et les objectifs, justement, de cet organisme? En fait, la mission de Degama est très simple, c'est d'amener les immigrants qui ont fait le choix du Québec à découvrir le Québec de leurs rêves. Parce qu'avant de partir, avant de s'en venir au Québec, on rêve tous. C'est un peu comme avant un mariage, on rêve à la vie parfaite. On rêve que la maison va être parfaite, que la belle famille va être idéale, que les enfants vont grandir sans aucun problème. Mais c'est pas très long, généralement, qu'on se rend compte que l'autre laisse traîner ses bas, qu'il y a des habitudes qui ne font pas nécessairement notre affaire, que belle-maman, qui était si sympathique avant le mariage, est peut-être moins drôle que prévu. Donc, il y a toujours des choses qui accrochent. Mais il y a toujours des solutions. Et la solution de base pour nous, c'est la communication, c'est de parler, c'est de découvrir, c'est d'oser poser des questions aussi. Et donc, il y a de pouvoir aussi éventuellement permettre à ces nouveaux arrivants de trouver leur place et leur chemin. Et puis, il y a un chiffre record impressionnant. Vous avez accueilli jusqu'à date plus de 3000? 3000 immigrants en 3 ans d'existence. À travers des activités toutes simples, des 5 à 7 de réseautage, des 6 à 8 de réseautage, où on va parler de survivre à l'hiver. De survivre. Ben ça, c'est la première... Comme par hasard, notre atelier phare. La première priorité. Oui, mais la drague au Québec aussi marche. La drague au Québec, oui. Fonctionne super bien. En fait, c'est une façon rigolote d'amener la communication interculturelle. Parce qu'on ne communique pas, on n'entre pas en relation de la même façon dans chaque pays. Versus ici, c'est différent. Donc, mieux vaut en rigoler que de se laisser déprimer. Mais c'est aussi du très pratique, s'établir en région, faire son CV. Et 3000 immigrants, c'est seulement dans nos activités. Je ne compte pas celles qu'on fait avec l'Association récréative Milton Park, avec la Fondation Ressources Jeunesse, avec SWAT, avec d'autres organisations. Puis on ne va pas oublier le gala Oser agir. Oui. Ah, puis j'ai oublié de préciser, c'est vrai, on a un nouveau partenaire, Passerelle. Passerelle. Ou est-ce qu'on va parler de bouquins aussi? On va parler de livres. Ben, c'est toujours impressionnant de parler de livres, mais aussi, faudrait-il mentionner pour le gala? Oui, le gala Oser agir. Gala Oser agir, bon, nous ne sommes pas financés par l'État. D'accord, mais donc vous ciblez pas juste, je dirais, l'économie, mais vous êtes aussi dans l'art et la culture. Tout à fait. On a un pôle art et culture que tu as remporté en 2017. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on demande aux gens, c'est on demande à l'ensemble de la population, osez agir, dites votre admiration de personnes immigrantes. C'est une référence qui est anonyme. Déjà qu'une personne prenne le temps de remplir le formulaire sans qu'on donne ses coordonnées, sans qu'on dise c'est qui a fait le travail, pour dire « Wow, cette personne-là, je trouve que c'est admirable ce qu'il a fait », déjà, c'est une récompense parce qu'il faut savoir que chaque candidat
Chaque personne dont on reçoit la candidature reçoit un appel d'un bénévole. Exactement. Pour se dire, quelqu'un qui vous admire a soumis de façon discrète votre candidature. Oui, mais Donc, je te passe le nombre de langues qu'on récolte. Ben, c'est une façon originale Oui, aussi de procéder, de faire passer le flambeau et de permettre à l'autre d'intervenir pour l'autre. C'est toujours instructif oui, et de mettre tout de même d'innover comme ça. Tout à fait, de mettre de l'avant des personnes, des humains qui font des choses extraordinaires, qui ne sont pas des vedettes de la télé, mais qui sont des vedettes de leur quotidien, du quotidien de centaines de personnes. Et donc, on a vu qu'en 2017, il y avait une magnifique profusion de personnes issues de tous les horizons. Donc, c'est comme dire que vous donnez à l'interculturel toutes ces lettres de noblesse, alors. Tout à fait. En fait, j'ai souvent de Gamma, on n'est pas raciste. On accepte même les gens nés au Québec. Parce que pour nous, peu importe où on est né, on demeure des humains. Des humains avec des questions, des humains avec des peurs, des humains avec des joies, avec des rêves, et c'est là-dessus qu'on mise beaucoup. Puis, si je vous demande de définir l'interculturel ou l'interculturalisme par vos propres mots. Partage. Partage, je pense que chez nous, c'est le mot-clé. C'est le partage d'expérience, le partage de façon de faire, de façon de voir. On n'est pas toujours d'accord, comme dans une famille, puis c'est normal. Je ne suis pas d'accord toujours avec mes parents. Je connais personne qui a toujours été d'accord avec ses parents. Mais on partage, on communique. Pour moi, c'est aussi ça, l'interculture. Donc, généralement, d'après certaines recherches que j'ai faites, normalement, on qualifie des gamins de pro-immigrants. De pro-immigrants? Ah, bien, tout à fait. Tout à fait. En fait, il faut se dire qu'actuellement, là, on est en décembre, avec la Fédération des chambres de commerce du Québec, il y a un grand projet qui s'appelle Un emploi en sol québécois. Ça tombait bien. Nous, on avait déjà un site, une base de données d'immigrants qui s'appelle Emploi en région. Et en quelques semaines à peine, on a eu 2700 postes à combler avec la Fédération des chambres de commerce dans 5 régions. Et là, on n'a même pas lancé un appel général. Donc, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de cette diversité. Et je rappelle souvent à plusieurs que le Québec moderne, dont on se targue tant actuellement, ne serait pas ce qu'il est sans l'immigration. Sans les gens comme le père de Dominique Anglade, la vice-première ministre, qui fait partie même des fondateurs de l'UQAM. Il faut s'en rappeler. On a la machine à expresso dont on est si fiers. Mais moi, je me souviens d'avoir discuté avec un jeune homme à Québec. Il me disait, tu sais que c'est un Maghrébin qui a amené la première machine à expresso à Québec. Et là, on était très fiers. Et il répétait à qui voulait l'entendre. Comme l'autre qui disait que le premier immigrant, c'est un Syrien. C'est un monsieur originaire de la Syrie. Et il y avait aussi un Marocain, le premier qui avait découvert Montréal à travers le Vieux-Port. D'accord. Il s'est établi là-bas, donc c'est peut-être des recherches. Donc l'emploi pour vous, c'est d'abord la façon d'accéder à la société d'accueil, par la grande porte? L'emploi fait partie des points importants, mais en même temps, avant même de penser à l'emploi, il faut penser à aimer la société où on est. Exactement. Je donne un exemple très concret. L'année dernière, on a accueilli des gens qui ont été recrutés à l'extérieur du pays par un employeur qui voulait ouvrir une usine sur la rive sud de Montréal, dans un secteur très blanc francophone de souche. Et quand mes garçons sont arrivés, je les appelle mes grands garçons, deux beaux grands noirs avec les femmes et enfants, ils ont été accueillis par la communauté parce qu'on avait fait les démarches. Donc, on avait le Centre d'action bénévole qui les a aidés à trouver un appartement, le meubler. Donc, ça fait plusieurs démarches. Oui, la semaine suivante, ils étaient amenés à la cabane à sucre. Quand leurs épouses et les enfants sont arrivés quelques mois plus tard, ils étaient attendus. Et c'est pas juste le travail, ça. C'est d'abord une relation humaine. C'est une relation humaine. Alors, on va faire une pause, mesdames et messieurs. On vous revient dans les prochaines minutes et on va enchaîner encore avec ça. Merci. De retour avec vous, mesdames et messieurs, avec notre invitée Nathalie Rochefort. Justement, à propos de votre exemple, est-ce que vous pouvez continuer, justement? Oui, en fait, c'est d'abord et avant tout un humain qu'on accueille. Et si cet humain-là est malheureux dans son environnement, il ne restera pas. Il va faire comme des milliers d'immigrants qui quittent le Québec pour aller ailleurs, au Canada ou retourner dans leur pays. Donc, d'abord et avant tout, la personne qui fait le choix du Québec, ce n'est pas un travailleur. C'est un humain qui fait le choix de changer de pays, de s'établir. Il travaille 8 heures par jour, en moyenne. Donc, il reste quand même 16 heures à occuper.
Donc, il faut avoir une vie en dehors du boulot. Exactement. Il y a un point aussi qui est très sensible, celui de la francophonie. Beaucoup de personnes aussi s'installent au Québec pour la langue française. Comment est-ce que vous voyez l'apport de la francophonie, par exemple, pour le développement personnel des gens qui s'installent ici? Est-ce que vous pensez que la francophonie a un rôle, ou bien on peut l'utiliser comme un moteur, un vecteur pour l'épanouissement personnel au sein du Québec? En fait, moi, les immigrants qu'on rencontre, principalement de Gamma, sont souvent issus de la francophonie ou ont déjà dépassé au moins le stade de la francisation de base. Ils viennent à nos activités, entre autres, pour continuer de parler en français. L'apport de la francophonie, de la culture plus latine, facilite les rapprochements entre les personnes. Une anecdote que je trouve toujours très amusante, c'est une de mes jeunes femmes africaines qui est arrivée et qui disait « Mais je parle français, mais je comprends pas ce qu'on me dit. Pourquoi? Vous parlez français, je parle français, et on ne se comprend pas. » Bien, il y a les codes culturels, il y a évidemment nos accents. Le français, c'est une langue qui est métissée de plusieurs saveurs. C'est une belle langue. C'est une belle langue qui est parlée, dont les mots peuvent dire différentes choses en fonction du pays d'origine. Donc, ça permet aussi une façon de communiquer, oui, de se parler, de se comprendre, mais aussi c'est une façon d'aborder l'autre en disant le mot que tu viens d'utiliser, est-ce que tu peux me l'expliquer? Parce que moi, c'est pas la même signification chez moi. Oui, surtout au Québec, parce qu'il y a des mots donc, qui sont tirés du... Il y a du joual aussi. Oui, tout à fait, il y a le joual. Et il y a beaucoup de vocabulaire tiré du maritime au Québec. Tiré du maritime, oui, justement. On monte à Montréal. Oui. On embarque dans un char. Oui, un char qui n'est pas un char de guerre, mais c'est on parle d'une voiture. Exactement, une automobile. Oui, et on embarque comme on embarquait sur un navire. Mais donc, le français... Est-ce que c'est une première difficulté ou bien pour les gens qui s'installent ici, est-ce que vous pensez, de par votre expérience, que le français s'avère comme une difficulté au début ou bien il y a d'autres codes beaucoup plus compliqués? Je dirais que ce que j'ai vu qui m'a frappé le plus en termes de difficultés d'intégration, c'est les Français de France qui viennent au Québec, qui ont peut-être le plus de difficultés parce qu'ils pensent que c'est la même culture, parce qu'on parle la même langue. Et on se fait tellement dire que c'est les cousins français ou c'est les cousins québécois, qu'on a l'impression qu'on arrive vraiment dans de la famille. Mais non. Il y a des différences culturelles aussi. Oui, mais c'est une petite rivalité fraternelle tout de même. Tout à fait. C'est de cousins, mais il y a une rivalité fraternelle. Fraternelle, c'est des cousins. Et cordiale, parce que les Français voient peut-être que c'est pas le français de l'Europe tout de même. Non. Mais ce français originaire quand même du Québec, où Joual était établi. Mais c'est le franglais aussi. Hein, le franglais. Mais ce que je remarque et ce qui m'attriste un peu, c'est que beaucoup de Français que je rencontre vont faire le choix à un moment donné, ou de Français ou de gens de la francophonie, vont faire le choix de s'en aller à l'extérieur du Québec. Il faut savoir qu'il y a 2,6 millions de francophones ou de francophiles ailleurs au Canada. Et de ces 2,6 millions-là, il y en a 600 000 environ en Ontario. Qui sont établis. Qui sont établis. Il y a des emplois partout au Canada pour les gens qui parlent français. Même s'ils parlent très mal anglais, c'est pas grave, ils vont l'apprendre. Ils vont l'apprendre. Donc, il y a beaucoup qui font un choix à un moment donné de dire « Ah, moi, je vais quitter, je vais aller ailleurs. » Et ça m'attriste et je n'ai toujours pas trouvé le pourquoi. Mais on va trouver. Oui, un jour... Puis il y a la région. Je pense que ça pose un problème parce que les gens qui viennent s'installer quand même à Montréal, ils ont toujours une réticence d'aller en région. Est-ce que c'est quelque chose qui est validé chez vous à Degama? Bien, en fait, c'est un peu normal. C'est des gens qui viennent faire de 5 000, 6 000, 10 000 kilomètres peut-être pour changer de pays, traverser un océan et qui arrivent ici, qui se rebâtissent une petite vie sociale, familiale, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 2 ans, et oups, on leur dit, déménage encore, refais 500, 600 kilomètres. Oui. Ça peut être plus difficile. Ça va ouvrir des horizons quand même. Ça ouvre des horizons, mais encore là, il faut toujours garder en tête qu'il y a des belles choses à offrir en région. Je dis souvent aux gens qu'on rencontre à Degama, est-ce que vous venez d'une grande ville ou d'une région? Et la plupart vont me répondre, non, moi, je vivais dans un petit village, je vivais dans une petite ville, 15, 20 000 habitants. Et je leur dis, ça existe ici aussi au Québec, hein? Et la qualité de vie va être de loin meilleure. De loin meilleure. Et les arts et la culture sont aussi épanouis là-bas, il faut dire, parce qu'il y a des préjugés. On pense juste à Montréal. Oui, je suis la première à avoir un préjugé en me disant, merde, ça va être le vide culturel si je m'en vais en région. Loin de là. On n'a qu'à regarder la programmation, la vitalité des journées de la culture.
les salles de spectacle extraordinaires partout à travers le Québec. Gaspésie, La Gaspésie. partout. Les artistes font des tournées. La littérature est accessible partout. Oui, oui, oui. Dans chaque... Les grandes bibliothèques. Oui, les grandes bibliothèques, mais dans chaque région, il y a des petites librairies, des libraires indépendants qui donnent un service extraordinaire et qui vont faire venir le livre si on ne l'a pas. Tout à fait. Donc, tout est possible. Tout est possible. Alors, il y a aussi le volet culture. Vous êtes une lectrice, vous lisez. Hein? En fait, j'aime beaucoup les arts. Vous aimez les arts et la lecture. C'est ce qui fait aussi la particularité de l'organisme que vous dirigez. Et ça me ferait plaisir aussi de vous entendre à travers des lectures que vous avez choisies pour cette entrevue de nous lire. Mais on va le faire dans les prochaines minutes après cette pause, mesdames et messieurs. Alors, de retour parmi vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de l'émission Arrêt, toujours avec notre invitée Nathalie Rochefort. Alors, vous êtes très éclectique dans vos goûts artistiques. Tout à fait. En fait, en termes de musique, je peux très bien passer de Yves Montand du Tone Zontel, de la musique métal, de la musique punk, en revenant vers la musique québécoise traditionnelle avec des trucs plus récents. Même chose en termes de littérature. Je passe facilement du science-fiction au policier, au roman traditionnel québécois. Donc, traditionnel québécois, on s'entend, là, donc littérature plutôt historique, de la biographie. Donc, en fait, tout ce qui est art m'interpelle. La peinture, c'est la même chose. La peinture, les arts visuels aussi. Les arts visuels m'interpellent particulièrement. En fait, ce que j'aime dans les arts, c'est l'émotion qu'ils véhiculent. Chacun regarde une œuvre, lit une œuvre, touche à une œuvre, touche à une sensibilité, et chacun reçoit une émotion qui est différente. Et ça, c'est peu importe notre culture, peu importe qui on est. Et en fait, c'est ce qui fait la beauté de l'être humain. Tout à fait. Donc, les arts nous parlent, et à travers l'expression artistique, encore là, on vient de créer des ponts de communication des personnes. Exactement, et des passerelles aussi. Des passerelles entre des gens qui n'auraient peut-être jamais eu à se parler. Tout à fait. Puis, lors de notre communication, une communication antérieure, vous m'avez parlé de Le Survenant. Oui. De Madame Guévremont. L'un des livres phares de la littérature québécoise, la littérature du terroir québécoise, qui parle de l'apport de l'étranger à l'étranger, c'est-à-dire comment l'étranger peut s'installer dans une terre étrangère et comment il est perçu. Et c'est l'un des livres qu'on trouve dans les programmes Arts et Culture, Arts et Lettres, même dans les premières années de littérature. Hein. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a motivé normalement à le choisir? En fait, pourquoi le livre Le Survenant de Germaine Guévremont m'interpelle autant, c'est qu'on est tous l'étranger de quelqu'un. Oui, voilà. Donc, je sors sur la rue, je vois un passant, c'est un étranger. On a beau avoir le même accent, ça demeure un étranger. Donc, on a tous aussi une certaine crainte de cet étranger, c'est normal. Tout à fait. Et ce livre-là, c'est aussi un livre qui parle de liberté, du goût de faire ce qu'on veut, de la possibilité non seulement du goût, donc la possibilité de se dépasser, de dépasser nos attentes, de nous-mêmes face à nous-mêmes. Exactement. Nathalie, je vous invite à nous lire un petit extrait, si vous le voulez bien. Oui. Le Survenant. Ouais, en fait, Germaine Guévremont, oui. J'avais pas vraiment préparé de citation comme telle, mais ce que j'aime dans Le Survenant, c'est que ce livre-là, particulièrement, fait le tour, oui, du terroir du Québec, parle de l'histoire du Québec au début du 20e siècle. Du 20e, tout à fait. Donc, dans les années 1910, 40, 1930, peu importe. Et qu'il est tellement toujours d'actualité au 3e millénaire. Exactement. Où on parle de sentiments, on va parler de gens qui vont parler de la Deuxième Guerre mondiale. Actuellement, on voit la situation avec la Corée du Nord. Encore là, ça nous ramène à des choses qui sont très, très d'actualité. Lire ses œuvres. Les technologies en moins. Oui, exactement. Parfait. Donc, c'est ça. Donc, Le Survenant, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un rameau... Bon, je vais juste vous lire c'est une nouvelle édition que j'ai, donc je la connais moins que la mienne. C'est d'abord, Le Survenant, c'est un grand roman d'amour et de liberté. Bon, ça a été adapté à la télévision pour ceux qui n'aiment pas lire. Reprises, oui. Donc, vous pouvez aussi le voir en film, mais bon, c'est moins intéressant qu'en livre. Désolée. Donc, Germaine Guévremont, c'est une auteure du début du 20e siècle. C'est une figure majeure, comme on dit ici, de la littérature québécoise. Et de génération en génération, ses lecteurs continuent de se multiplier. Et à chaque fois que je rencontre une personne qui vient de débarquer au Québec,
souvent, je lui donne le livre en référence. C'est quelqu'un qui apprécie la lecture en lui Tout disant à fait. tu veux comprendre le Québec, tu veux comprendre la peur de l'autre. Et voilà. C'est le livre. Et voilà l'issue, Oui. le point d'entrée. Et en prime, on apprend de l'argot québécois. En plus. Donc, oui. Juste un passage, oui. Je ne sais pas si... permettre aussi à nos lecteurs d'apprécier l'un des chefs-d'œuvre majeurs. Allez-y. Il parlait d'une voix ferme, mais l'inquiétude était en lui. La neige, à force de tomber depuis le commencement des siècles, devrait fatalement venir à manquer. Ce n'était pas uniquement par piété que Didas voulait arriver avant le commencement de la grand-messe. Il ne détesterait rien autant que d'être bousculé, disait-il. Mais il aimait surtout parler avec tout chacun à la porte de l'église. Et puis, quand il s'enfonçait dans son banc, un quart d'heure avant l'intro, il avait le temps de prendre connaissance de l'assistance, de se racler la gorge à fond, de chercher son chapelet et aussi de penser en paix à ses affaires personnelles. À l'entrée du prêtre, il les abandonnerait pour se mettre en la présence de Dieu, mais il les reprendrait au milieu du sermon. Quand on parle du Québec, c'est... Du Québec, on est même pas loin de la Révolution tranquille ici, là où la religion était aussi très présente à l'époque. Là, je vois que vous avez d'autres livres. L'une de nos auteurs invités aussi à l'émission Arts et Lettres, Stéphanie Giraud, L'alchimie interculturelle, puis le trajectoire. Là, on est carrément dans l'interculturel. Hein? Clairement. Je ne l'ai pas encore lu. J'ai rencontré Stéphanie grâce à vous et elle fait partie de ma lecture du temps des fêtes et j'ai très hâte de lire. Et la rencontre que j'ai eue avec Stéphanie était magique. C'est une femme tellement pleine de passion, de générosité. Très passionnée. Et qui a voyagé énormément, qui a vu toutes sortes de choses, qui a vécu toutes sortes de situations. Elle nous donne le goût de lire. Exactement. Même ceux qui sont moins amateurs de bouquins, rencontrer Stéphanie, c'est un appel à la lecture pour moi. Exactement. Et d'ailleurs, on a un petit projet ensemble dont on va te reparler éventuellement. Ah, exactement. Oui, parce qu'on a un projet de bouquin. Oui, il y avait, je me rappelle, ça va être toujours bénéfique de créer des choses, de créer des ponts aussi, hein, Tout à travers à fait. Ces partenariats, j'imagine. Donc, je ne sais pas les quelques minutes qui restent, si vous voulez bien, en fait, on pourrait, oui. Je fais affaire toujours avec une petite librairie qui est la librairie du Square. Oui. Qui est près du Carré Avenue Laval, oui. Oui, près du Carré Saint-Louis. Oui. Et, bon, la beauté des petites librairies, c'est qu'on a des libraires, pas des vendeurs de livres, des libraires. Non, des libraires précieux, là, il ne faudrait pas qu'ils ferment, ces libraires. Exact, des gens passionnés, des gens qui nous recommandent des lectures. Exactement. Donc, avant l'émission, je suis arrêtée pour aller me chercher une nouvelle édition parce que la mienne n'était vraiment pas présentable. Oui. Est-ce que vous pouvez juste prendre brièvement quelques... Ah, la trajectoire. Donc, Éric m'a conseillé La trajectoire. C'est un jeune homme qui vient du sud-ouest de la France qui a exercé divers métiers et qui a fait le choix du Québec et qui parle de sa trajectoire ici en tant qu'immigrant français qui a fait le choix du Québec. Donc, à travers la nostalgie, à travers les défis qu'il rencontre. Très bien. Alors, je crains qu'il ne nous reste pas assez de temps peut-être pour le faire, mais je vous remercie beaucoup de nous les avoir montrés parce que je pense que ce sont des œuvres, des chefs-d'œuvre qui sont des passerelles aussi pour les nouveaux arrivants qui viennent s'installer au Québec. Merci beaucoup, Nathalie Rochefort, d'avoir répondu à notre invitation. C'était tout le temps qu'on avait pour cette émission. Merci beaucoup et à la prochaine.